Oriana, c'est parti, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Oriana Branche-Flower et je suis responsable communication et RSE et chargée de RH chez Evalue Conseil, qui est du coup une entreprise qui fait du conseil en validation des systèmes informatisés pour la santé, du coup. Pour la santé, super. Du coup, Anne-Céline, vous avez votre micro. Bonjour, oui, bonjour à tous. Donc, Anne-Céline, donc, je suis DRH du groupe Imagerie Cardinet. Voilà, le groupe se structure au regard de tout ce qui est qualité qui était déjà bien implantée, mais on veut aller plus loin. D'où le fait qu'on ait entamé l'année dernière une démarche RSE. On a été labellisé Positive Company en décembre 2023 et on continue avec des démarches innovantes, notamment des chartes patients et un comité éthique. Génial. Attends, Isabelle, je te laisse couper ton son de musique. Attends, je le fais parce qu'il y a un petit peu de bruit de fond. Voilà. Super. Et moi, donc, je suis le fondateur de Positive Company. Alors, on est parti sur. Tu as oublié de présenter Laetitia. Ah, pardon, excuse-moi, Laetitia. Désolé, j'étais perturbé par le bruit du micro. Oui, pardon, Laetitia. Comment vous vivez, Laetitia? Bonjour, donc je suis Laetitia Audibert, la fondatrice de Gandhi, qui est une start-up qui accompagne les entreprises dans leurs engagements solidaires, maintenant avec une nouvelle solution 360, donc c'est via le sport et la santé, via le mécénat, la communication et la RSE. Et donc, nous avons le bonheur d'être partenaire de Positive Company et d'accompagner également Imagerie Cardinet dans leurs engagements solidaires au sein de la structure. Merci beaucoup d'avoir été présente et avoir répondu présent pour ce matin. Allez, on est parti. Juste si tu peux remontrer l'agenda du jour pour qu'on ait un peu une structure. Donc, on va en un mot présenter Positive. C'est pas l'objectif de ce webinaire. On va faire, grâce à Oriana, va nous faire un focus sur les enjeux du secteur, hyper intéressant. Sans pression, Oriana, t'inquiète pas. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu quels sont les enjeux du secteur dans le but ensuite de rebondir dessus sur comment finalement d'un côté Imagerie Cardinet ou côté Evalue Conseil, comment vous vous appropriez et vous répondez à ces enjeux en faisant un focus aussi sur ce que vous avez déjà mis en place et puis vos actions à venir aussi. Et on terminera par la solution Gandhi qu'on recommande à l'ensemble de nos clients et même au-delà, qui est une solution d'engagement solidaire pertinente, et on aura le cas pratique du coup d'Imagerie Cardinet. Et puis on fera un focus sur nos prochains événements, dont qui est le plus important, qui est le Positive Day du 20 juin. En deux mots, donc Positive Company est un label français, malgré son nom. L'objectif, pourquoi on s'appelle Positive Company, c'est qu'on a vraiment pour vocation de capitaliser sur le savoir-faire RSE franco-européen en termes de RSE, justement, pour le proposer comme standard à l'échelle internationale. Donc notre vocation ne serait pas de rester franco-français, mais c'est vraiment de s'internationaliser. Et on est à ce jour un label qui est 100% digitalisé et qui permet d'engager les parties prenantes dans cette démarche. Donc, sans parler, ça fait un peu gros mot, la notion de partie prenante, etc. Mais en gros, pour être labellisé, vous avez deux grandes étapes. La première, vous devez compléter un audit en ligne qui est gratuit et ouvert à tout le monde. Donc, il y a plus de 1000, on vient de passer le cap des 1000 entreprises la semaine dernière. Je crois qu'on doit être à 1020 entreprises qui utilisent nos référentiels. Vous avez plusieurs référentiels en fonction de la taille de votre entreprise, etc. Et la deuxième étape, c'est pour éviter que ce soit du greenwashing et que de la revue documentaire, on va envoyer des enquêtes à vos principales parties prenantes. Si on prend le cas d'Imagerie Cardinet, on a envoyé des enquêtes, si je ne dis pas de bêtises, ça commence à remonter dans ma tête, mais aux médecins. On a envoyé des enquêtes aux patientes et aux patients. Et puis on a envoyé des enquêtes aux salariés de l'entreprise. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une démarche qui soit 360 et puis de vérifier que l'engagement de l'entreprise soit vraiment vécu par les parties prenantes concernées et que ce soit pas juste du déclaratif. Ce qui fait quand même une grosse différence entre notre méthodologie et d'autres, c'est que vraiment on interroge l'ensemble, les parties prenantes les plus importantes qui décernent ou pas le label. Donc c'est pas que nous qui décernons le label, évidemment. Et on a un autre métier qui prend pas mal d'ampleur aussi, qui est la notion de scoring fournisseur. On travaille, il y a des personnes du monde du tourisme, par exemple. On travaille avec Selectour et Avas Voyage, où on va aller auditer l'ensemble de leurs fournisseurs, ou les plus importants, les compagnies aériennes, les loueurs de voitures, les hôtels, etc., sur leurs engagements RSE, ce qui permet à des
des donneurs d'ordre comme Selectour ou Havas Voyage de vraiment structurer leurs achats. Et on fait ça aussi avec La Redoute, Cdiscount, des industriels, etc. Et aussi, on a une activité de matrice double matérialité dans le cadre de la CSRD, mais je vais passer vite dessus. Voilà, et à ce jour, c'est plus de 230 entreprises là qui sont certifiées. On en a un certain nombre en cours aussi en ce moment. Puis vous voyez là les noms qui sont plus ou moins connus. Alors là, il y a quelques. Ça, c'est l'ensemble de nos clients, notamment sur la partie scoring aussi. Donc, quand on voit du Cdiscount ou de La Redoute, c'est pas des entreprises d'Avélis, ce sont des entreprises qu'on accompagne sur la partie scoring. Mais vous voyez quand même pas mal d'entreprises qui sont de plus en plus connues, comme France Télé, voilà, le L Magazine, etc., Ouest France, beaucoup de presse aujourd'hui aussi et beaucoup de médias. Voilà dans les grandes lignes. On passe au thème du jour, si vous le voulez bien. Le secteur de la santé se transforme et pas que. Et là, je vais laisser la parole à Oriana, si tu veux bien nous faire un focus. Merci du travail que tu as réalisé déjà. Merci beaucoup. Du coup, pour poser un petit peu le contexte de l'importance de la RSE dans la santé, c'est vraiment important de comprendre en fait l'impact du dérèglement climatique actuellement sur la santé des personnes et des populations, puisque l'OMS considère que le climat va être la première menace sur la santé au XXIe siècle. Donc, comme on voit sur l'image qui est affichée, du coup, qui est issue de l'OMS, le dérèglement climatique, il entraîne des nombreuses altérations sur l'état de santé de la population. Donc, on parle par exemple de maladies vectorielles, de santé mentale, de décès liés aux canicules, aux famines, déplacements de population. Et toutes ces conséquences, en fait, entraînent ensuite un accroissement de la pression sur les services de santé. Donc, ça, c'est pour l'OMS. Ensuite, au niveau le Shift Project, du coup, a publié aussi en avril 2023 son deuxième rapport sur la santé. Tu peux changer de slide, Isabelle, qui s'appelle Décarboner la santé pour soigner durablement, dans lequel, en fait, ils ont trouvé que le secteur de la santé, il émet 49 millions de tonnes de CO2, d'équivalent CO2, par an, soit, en fait, 8% de l'empreinte nationale française, des émissions françaises. Donc, ce qui est assez énorme. On trouve que l'impact de l'offre de soins représente 45% de ça, et les médicaments et les dispositifs médicaux recouvrent les 55% restants du coup. Si on fait un comparatif, c'est 2 fois plus que l'aviation. C'est quand même important quoi, hein, aujourd'hui, hein, le secteur de la santé. Hein. Donc c'est un vrai sujet auquel il faut aujourd'hui s'atteler, et c'est ce qu'on fait notamment dans ces démarches. Exactement. Donc du coup, c'est hyper important pour le secteur en fait de s'y mettre, parce que du coup, la recommandation du Shift Project, c'est moins 80% des émissions d'ici 2050 pour pouvoir respecter les accords de Paris et rester sous la barre des 2 degrés. Et là, attends, juste si on regarde un peu le focus là des enjeux, on voit que le premier enjeu, c'est l'achat de médicaments. Ouais, c'est ça. Qui est vraiment produit en France, hein, malheureusement de moins en moins. Le deuxième, c'est les achats de dispositifs médicaux, qui sont clairement, aujourd'hui, on est dans du tout jetable. Hein, il ne faut pas oublier ça, pour des raisons notamment de santé, hein, ou mais il y a un vrai sujet effectivement sur les dispositifs médicaux. Ensuite, c'est le transport des usagers et des visiteurs. Effectivement, c'est assez moins palpable dans le domaine de la santé parce qu'on va être focus sur son cœur d'activité. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a un vrai sujet. Il y a pas mal d'initiatives qui sont faites notamment sur essayer de centraliser, d'avoir plus finalement d'antennes de santé un peu partout en province, parce que là, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont parisiens, donc c'est facile d'aller dans le quartier d'à côté pour se faire soigner, mais dès qu'on sort d'Île-de-France, on parle justement de déserts médicaux. Il y a un vrai sujet sur comment aujourd'hui on va avoir des antennes un peu partout, et il y a pas mal l'État est en train de travailler fortement sur un plan de déploiement sur ces sujets-là, effectivement. Ensuite, on voit les immobilisations classiques, l'alimentation, d'accord, trajet, domicile, travail et déplacement professionnel, évidemment, tous ceux qui viennent travailler dessus. Je sais pas, n'hésitez pas, hein, que ce soit, enfin, si tu veux réagir, Anne-Céline, par rapport à ça, n'hésite pas aussi à voir un peu comment c'est perçu chez vous et ce que vous pouvez mettre en place aussi, hein, et les déchets et services. Alors, puisque tu me donnes l'opportunité, merci. En effet, sur notamment tout ce qui est
politique de déplacement, etc., comme tu disais très justement sur Paris, on a quand même une concentration et une possibilité de prendre rendez-vous de façon assez rapide et avoir de nombreuses spécialités. Imagerie Cardinet s'est implantée en Lozère pour répondre justement à un engagement RSE qui est de pouvoir faire bénéficier dans les déserts médicaux de l'expertise d'Imagerie Cardinet, notamment à travers la téléradiologie. Donc aujourd'hui, c'est un axe de développement, c'est-à-dire qu'un enfant qui pourrait venir passer au sein de l'Institut de l'enfant, qui est notre spécialité à Marseille-Samba, puisqu'on a des radiopédiatres à Boulogne, typiquement, l'enfant potentiellement pourrait se déplacer de la Lozère à Paris, et donc dans ce cadre-là, on augmenterait le bilan carbone. Typiquement, là, à terme, l'idée, c'est que l'enfant passe son scanner ou son IRM en Lozère, et que l'examen soit interprété à distance de manière à ce que, d'une part, on réponde à nos engagements RSE, non seulement en termes d'énergie et de bilan carbone, mais aussi en termes de prise en charge, de façon à permettre à ce que l'ensemble des personnes sur le territoire, que ce soit un désert médical ou pas, puissent bénéficier d'une expertise. Et oui, c'est pas rien, hein. Et il y a aussi un sujet, si je dis pas de bêtises, sur finalement comment aujourd'hui on va délivrer les rapports d'expertise aussi à Paris. Est-ce qu'il y a une notion de digitalisation aussi des rapports? Est-ce qu'aujourd'hui on peut récupérer ces données directement sur Internet, ou est-ce qu'il faut se déplacer dans le centre? Et il y a aussi ce sujet-là, non, il me semble. Alors aujourd'hui, nous, les patients reçoivent un code de manière à pouvoir aller chercher directement leurs résultats. Quand je parle de résultats, c'est compte rendu, donc c'est l'interprétation. Par contre, les images sont encore remises sous format papier pour des questions, d'une part, de lecture et d'autre part, d'un outil informatique commun. C'est-à-dire que quand vous allez voir votre médecin, si vous lui dites, écoutez, il faut aller sur l'outil un tel, le médecin n'a pas obligatoirement accès à la lecture d'images. Donc aujourd'hui, on est encore sur du mode papier, et je pense que là, pour le coup, avant que ce soit centralisé, il faudra un peu de temps, puisqu'il faudrait qu'on ait une seule base de données avec un seul, ce qu'on appelle un RIS, c'est-à-dire de lecture de radio. Et là, je pense que voilà, c'est quand même pas demain la peine. Oui. Pour les IRM et les scanners, pardon, c'est remis sous CD. Hein. On a des impressions CD, on n'a pas d'impression papier. Et sur la partie dispositifs médicaux, vous n'avez pas grand-chose, vous, je suppose, de votre côté? Alors, sur les dispositifs médicaux, bien sûr, on est sur essentiellement des usages uniques, puisque voilà, une seringue, un spéculum, etc., c'est clair que c'est difficile de les stériliser, etc. Donc, on stérilise un certain nombre de pinces, d'instruments malgré tout, mais il y a quand même beaucoup de consommables, avec donc des DASRIT, c'est-à-dire de la collecte spécifique pour les dispositifs médicaux, merci. Et puis, on a également sur les produits de contraste, en IRM et en scanner, le recyclage du gadolinium, donc qui est un produit qui est utilisé. Et il y a l'État qui aujourd'hui nous oblige à avoir nous-mêmes nos produits de contraste pour justement diminuer également la consommation, parce que jusqu'alors, chaque patient arrivait avec son produit de contraste, qui était des fioles. C'est quoi un produit de contraste? Tu peux expliquer ce que c'est qu'un produit de contraste? C'est pour aller voir des zones spécifiques, et ça met en évidence sur la radiologie, ou à l'IRM ou au scanner. Voilà, ça met en évidence. Okay. C'est une injection. C'est un produit de diagnostic. Voilà, un produit de diagnostic. D'accord. Et donc, du coup, si tu peux reprendre ton explication. Donc oui, sur les produits de contraste, donc depuis le 1er avril, les produits de contraste sont donc gérés par les IRM et les scans, ne sont plus achetés en pharmacie par les patients, dans le but de réduire la consommation, le gaspillage, puisque finalement, on ouvrait un produit de contraste par patient. Désormais, on a donc des injecteurs et on injecte uniquement la quantité souhaitée, puisque ça dépend du poids du patient, ça dépend de la taille, ça dépend de l'examen. Enfin, il y a un certain nombre de critères, et ce qui fait que ça permet d'avoir une réduction en termes de consommation. Et ce qui touche du coup à l'élément prioritaire, hein, finalement, quand on voit dans le bilan carbone, j'ai envie de dire, de la santé, qui est l'achat de médicaments ou produits associés, hein, évidemment. Là, du coup, vous allez réduire directement ce qui correspond à 33% des émissions. Et donc, on voit que c'est quand même prioritaire, c'est un enjeu aussi prioritaire potentiellement chez vous, quoi, ce sujet-là. Et on comprend que l'État aussi est travaillé dessus, et on le voit nous-mêmes en tant que
que patients, le nombre de médicaments qui sont prescrits. J'invite juste, moi, c'est une pratique perso, mais que je veux juste partager. Quand vous, j'espère qu'il y en a d'autres qui sont comme moi, mais quand on reçoit une prescription, je prends le quart de ce qu'il y a dessus, parce que déjà la moitié, j'ai déjà potentiellement dans mon tiroir, et ensuite il y a des choses qui sont clairement superflues aussi. Donc je vous invite vraiment à faire ce genre de choses autant que possible. Quand on voit les volumes de médicaments qui sont consommés, enfin qui sont achetés et stockés, et le peu qui sont consommés, essayer de garder toujours ce ratio acheté-consommé, c'est déjà pas mal, quoi. Super, merci pour cette intervention. On passe au slide suivant, si tu veux bien, Auréna. Oui, parfait. Du coup, sur la slide suivante, on voit les enjeux majeurs en fait du secteur de la santé. Donc, avant tout, bien sûr, c'est assurer la sécurité et la performance des produits au bénéfice du patient. Ensuite, on en a d'autres qui se dégagent un petit peu. Donc, du coup, il y a répondre aux exigences réglementaires du secteur, tout en répondant aussi aux normes RSE. Donc, parfois, ça fait énormément de papier, énormément de textes, en fait, entre tout ce qui est législation européenne, française. Et parfois, elles peuvent être aussi un petit peu conflictuelles. Donc, du coup, on en a parlé là, le réutilisable versus l'usage unique. En RSE, parfois, ils nous recommandent le réutilisable, mais sur des normes du secteur, ils nous recommandent pas du tout le réutilisable. Du coup, ils nous recommandent du coup l'usage unique. Donc, du coup, parfois, il y a un petit peu des conflits entre les normes et les exigences des deux secteurs. L'éco-conception des produits, pareil, du coup, limiter les emballages plastiques, mais du coup, il faut toujours conserver un niveau de sécurité et de stérilisation, en fait. Donc, du coup, là, il y a tout ce qui est un enjeu technique et réglementaire. La logistique, tout ce qui est favoriser les circuits courts, relocaliser, mais du coup, qui peut entraîner des enjeux liés aux pénuries et aux coûts. Et la fin de vie, limiter les déchets, gérer les déchets et du coup, voilà, encore une fois, favoriser le réutilisable quand c'est possible. Mais il y a certaines fois où c'est juste pas possible. Je vais juste encore poser des questions à Imagerie Cardinale qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce que c'est des choses dont on parle dans le métier? C'est-à-dire tous ces sujets-là qu'on voit de logistique, d'éco-conception des produits, est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie de vos quotidiens? Est-ce que les médecins sont sensibles à ça ou c'est encore nouveau? Alors, c'est encore très nouveau pour les médecins. Quand on a commencé la démarche avec Positive Company, on a essayé d'expliquer ce que c'était que la RSE, des démarches responsables, etc., etc. Encore hier, j'étais avec un médecin parce qu'on met en place un comité RSE au sein de l'entreprise. Elle me redemandait justement de lui expliquer ce que c'était, comment ça se manifestait, etc. Donc, très clairement, aujourd'hui, ils sont relativement loin de toutes ces problématiques, d'autant plus qu'encore une fois, dans le secteur de la santé, autant on est sur des problématiques de prise en charge du patient, de la qualité de prise en charge, des engagements qu'on peut prendre avec eux, du respect du consentement. C'est vrai que sur tout ce qui est, et on pense plus particulièrement d'abord à l'environnement, c'est un peu plus lointain du secteur médical. Encore une fois, pour les raisons qu'on connaît et qui sont compliquées. Néanmoins, il y a un vrai attrait et il y a une vraie appétence. La semaine dernière, on a tourné des vidéos là, puisque voilà, on fait un gros training et un gros média training pour notre site internet, etc. Et donc, le label revient très régulièrement. Et un des médecins qui était présent a spontanément évoqué la RSE et Positive Company. Donc, pour dire comme quoi, la culture, ils s'approprient cette culture-là. Ça prend du temps à expliquer. Alors, ce sont les médecins, ce sont les collaborateurs aussi, parce que des secrétaires médicaux ou des manifs radio, ils n'ont pas ce genre d'approche dans leur formation. Mais c'est quelque chose qui les intéresse et qui les laisse pas indifférents. Sur tout ce qui est construction de machines, notamment, je pense aux IRM et puis aux scanners. Aujourd'hui, c'est pareil, les constructeurs sont encore assez loin parce qu'une IRM rejette énormément de CO2. Néanmoins, c'est pareil, ils commencent à réfléchir à des solutions vertes, mais on est, c'est vrai, contraint, encore une fois, par l'enjeu de se dire qu'on veut avoir des examens qui soient fiables et d'avoir une prise en charge du patient qui soit la meilleure possible pour le meilleur diagnostic possible et la meilleure prise en charge. Et en même temps, avec cet enjeu de dire jusqu'où on peut concilier et peut-être dégrader ou changer un petit peu notre approche. Donc, c'est un processus qui est en marche.
mais on est encore aux prémices par rapport à tout ce qui est environnemental. Et justement, puisque tu fais le pont sur le patient, aujourd'hui, est-ce que vos patients sont sensibles à ça? Est-ce que vos patients vont vous faire des requêtes dans ce sens-là? Ou est-ce qu'ils viennent juste pour le service de prescription médicale ou d'analyse? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un pourcentage, je ne sais pas, à nous donner, de patients qui peuvent être sensibles à ça ou pas? Alors, on n'a pas mesuré le nombre de patients qui étaient sensibles à ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, de mon point de vue, la RSE quand on parle RSE, on pense essentiellement environnement, bilan carbone, etc., etc. Oui. Chez nous, Imagerie Cardinet, d'ailleurs, quand on en a parlé ensemble, Charles, tu te rappelles, on a tout de suite pris le postulat de dire, OK, l'environnement, c'est une chose. Néanmoins, chez nous, et au regard encore de notre secteur d'activité, des enjeux, voilà, on ne maîtrise pas, il y a un certain nombre de choses qu'on ne maîtrise pas, les constructeurs, on ne les fera pas changer demain. Enfin voilà, il y a un écosystème à modifier. On en parlait tout à l'heure par rapport aux produits de contraste, c'est une prise de conscience de l'État. Donc, il y a des choses qui vont évoluer. Mais néanmoins, on s'est toujours dit chez Imagerie Cardinet, et ça, c'est historique, que la démarche RSA s'ancrait d'abord sur la qualité de la prise en charge et sur le fait que la confiance des patients nous engageait à avoir une démarche responsable. Voilà. À ce titre-là, donc, on a rédigé notre charte patient, donc, qui a été mise en image et qui sera donc diffusée très prochainement. Tu peux juste, en attendant là dans le contenu du webinaire, tu peux essayer de la retrouver et nous l'afficher? Ça t'embêterait de le faire, de nous expliquer La charte patient? Oui, de nous expliquer ce qu'il y a dedans. Vous voulez que je vous la lise? Ah, volontiers. Ouais, oui, volontiers. Alors, chez Imagerie Cardinet, nous voulons que vous, patients, profitiez de la meilleure expérience de soins possible. C'est pourquoi nous nous engageons au respect de cette charte. Nous nous engageons à vous informer de façon complète et transparente, à vous expliquer de manière adaptée les bénéfices et les risques de votre examen, son déroulement, ses suites. Nous nous engageons également à être à votre écoute, avec pédagogie et empathie, en considérant votre ressenti personnel. Nous nous engageons à respecter à tout moment votre consentement, votre intimité, votre dignité et la confidentialité de vos données de santé. Nous nous engageons à vous accueillir dans des locaux accessibles et confortables, y compris si vous avez des besoins spécifiques. Nous nous engageons au respect de la ponctualité de votre temps, dans la mesure du possible, tenant compte des urgences et besoins particuliers. Nous vous faisons parvenir vos comptes rendus d'examen dans les meilleurs délais. Nous mettons à votre disposition un formulaire de satisfaction à chacune de vos visites et nous engageons à en tenir compte pour améliorer votre prochaine expérience. Ces engagements, c'est pour vous que nous les prenons. Génial. C'est chouette. En tant que patient, moi, je serais ravi d'avoir ce genre d'engagement-là. Et du coup, vous allez les déployer sur l'ensemble des centres? C'est quoi la... Alors, en fin de compte, on a rédigé 8 chartes, 8 écrits, enfin 8 choses qui nous engagent et donc qui ont été filmées par un réalisateur la semaine dernière. Donc, on a écrit notre manifeste. Quand je dis on a écrit, c'est un travail collégial. Hein. Et d'ailleurs, les manifs, tous les scripts qui ont été écrits ont été lus par l'ensemble des collaborateurs, enfin par l'ensemble, ceux qui voulaient participer, mais par des collaborateurs aussi bien secrétaire médical, manip, que médecin ou fonction managériale. Voilà, donc on a rédigé notre manifeste. Ensuite, on a exprimé des choses sur quelles étaient nos valeurs. Alors, nos valeurs sont au nombre de 3. L'expertise, le savoir-être au cœur de la relation patient et l'audace de devenir meilleur. Donc, on a rédigé 3 scripts. On a rédigé donc l'affaire patient, votre confiance nous engage. On a réalisé une charte gynécologique puisque l'imagerie Cardinet est plus particulièrement sur l'imagerie de la femme, donc avec tous les examens gynécologiques que ça entraîne. Donc, notre engagement pour vos droits. On a réalisé un script sur la RSE, une entreprise responsable et engagée. Donc, on parle beaucoup de Positive Company. Voilà. Et puis, enfin, on a réalisé un script sur notre comité d'éthique qui, pareil, se réunit donc à minima 2 fois par an, qui est composé de 2 médecins, d'un usager, enfin, on appelle ça usager dans le cadre de comité pas de patient usager, et de moi-même.
et également donc, de différents experts lorsqu'il y a besoin. Ça peut être des sociologues, philosophes ou autres. Génial. Je permettrai, avec mon regard entre guillemets d'expert sur le sujet, de rajouter juste une chose, peut-être sur la charte, c'est un lien qui permet, en cas de controverse ou d'action qui ne soit pas engagée ou qui ne soit pas alignée avec cette charte, d'avoir une possibilité de communiquer ou de pouvoir contacter un numéro unique ou un contact unique qui permet vraiment de donner de la force aussi à cette charte. Parce que ça permettra en cas de non-respect de cette charte, d'avoir un moyen de pouvoir y répondre, quoi, ou de pouvoir solliciter les instances qui sont en charge de ça. Voilà. Mais on l'a créé et on donne l'information dans le comité d'éthique. Parfait. Génial, bravo. Vous imaginez tous ceux qui ont déjà consulté, donc tout le monde ici, des médecins ou des centres, etc., si vous aviez ce genre d'engagement, ça aurait peut-être changé la vie de certains d'entre nous. Voilà. Donc, surtout, je ne sais pas si certains d'entre nous ont déjà eu des enfants aussi, donc tout le parcours est quand même compliqué aussi quand on est sur ces sujets qui sont clés. Il y a toujours des difficultés assez importantes et donc avoir ce genre de charte, ça pourrait changer vraiment la donne, quoi. Donc bravo. Après, on fera peut-être un focus aussi sur, parce tu as dit beaucoup la partie client ou patient, pardon, et la partie environnementale, mais on n'a pas fait tellement un point sur les équipes qui opèrent tous ces sujets-là et qui font que l'entreprise avance. Et je sais que c'est un point qui est important pour Imagerie Gardinet, le bien-être des collaborateurs. On voit qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous écoutez un peu la radio, mais c'est un sujet qui est assez important dans les métiers en ce moment sur tout ce qui va être lié effectivement aux collaboratrices et collaborateurs, que ce soit de la partie infirmière, etc., aujourd'hui, qui sont confrontés à des difficultés et qui ont malheureusement assez peu de moyens aussi, dont les salaires ont quasiment peu été revalorisés sur les dernières années. Donc, il y a aussi cet enjeu-là qui est important dans le domaine du médical. Tu voulais rebondir dessus ? Oui, du coup, pour les collaborateurs, donc on travaille donc sur la qualité de vie au travail. Typiquement, la semaine prochaine, on a des massages sur Boulogne, notre centre de Boulogne. On a également donc une prise en charge du pass Navigo à 100% pour développer la mobilité verte. On a également une attention toute particulière aux attentes du personnel, notamment en termes d'organisation du temps de travail, puisqu'on sait qu'on est parfois sur des problématiques qui sont lourdes, quand on voit des problématiques de cancer du sein, par exemple, 2-3 fois dans une vacation, ou des problématiques par rapport aux enfants. Normalement, le radiologue n'annonce pas le diagnostic, mais néanmoins, inévitablement, ça peut filtrer parce que il y a comment réagit le radiologue, il y a le fait qu'on dise aux patients, il faut aller un peu plus loin, il faut pousser les examens, etc. Donc, et tout ça, c'est quand même relativement lourd, que ce soit pour les équipes médicales ou également pour nos collaborateurs. Donc, on est particulièrement sensible au fait d'avoir un temps de travail qui soit aussi adapté et des vacations qui soient tenables en termes de nombre de patients et en termes d'organisation. Et puis, on a développé donc on met en place un comité RSE pour justement, encore une fois, que la RSE reste pas dans les bureaux ou ici sur les fonctions managériales, mais soit bien aussi imprégnée par les médecins et toutes les équipes. Et on travaille donc avec Laetitia sur des partenaires comme Magie à l'hôpital pour sensibiliser nos collaborateurs également à des actes solidaires, les engager dans le fait qu'on peut aussi faire du mécénat en entreprise. Et donc Magie à l'hôpital est notre partenaire sur l'année 2024 et sera mis à l'honneur lors de rencontres gynécologiques qui regroupent plus de 500 gynécologues fin mai. Pour justement, encore une fois, distinguer Imagerie Gardinet dans son approche. Et à ce titre-là, donc chaque collaborateur également qui rejoint l'entreprise a la possibilité de choisir une entreprise, une association et réaliser un don à l'issue de sa période d'essai. Enfin, le don est réalisé par Imagerie Gardinet, mais il choisit l'association dans laquelle il veut verser. Ça me fait rebondir sur une question. Qu'est-ce qui vous a poussé? Vous êtes quand même lunaire par rapport à ce qui se passe ailleurs.
qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? Alors, je sais que toi, Anne-Céline, tu as rejoint Imagerie Cardini finalement il n'y a pas très longtemps sur un poste de DRH. Je sais plus, je crois qu'il n'existait pas, non, le poste, ou ça a été une création de poste, si je dis pas de bêtises? Ah oui, le poste a été créé, donc et pourquoi est-ce que, en fin de compte, encore une fois, la démarche est historique, hein, parce que la qualité et la prise en charge et la satisfaction aussi collaborateur, elle est historique chez Imagerie Cardinet. Le centre a été créé par le docteur Juras en 1980. De par sa personnalité et le fait qu'on ait également des radiologues qui sont entrepreneurs, il y a des hommes et des femmes qui composent l'entreprise et qui ont une posture et qui sont avant-gardistes par rapport à ça et qui veulent traiter ces sujets avec beaucoup de considération et qui portent également une très grande considération à leurs équipes. Voilà, donc il y a une vraie osmose. Vrai ADN à la base, quoi. Voilà, il y a une vraie approche holistique. Et tous les engagements qu'Imagerie Cardinet prend, ça nous oblige pour aujourd'hui et pour demain. Et l'idée, c'est également par ces engagements, d'assurer notre souveraineté en tant que cabinet d'imagerie médicale privée, mais encore une fois, avec une approche qui se veut centrée sur le patient, centrée sur le collaborateur. Canon, bravo, félicitations. Je suis très fier d'avoir une entreprise comme la vôtre dans la communauté. Bravo. On continue, Oriana, sinon j'aurais à peu près 1000 questions à poser. Donc, je vais me taire. Du coup, les axes majeurs du secteur de la santé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est le bâtiment et la maîtrise de l'énergie, l'industrie des produits de santé, les achats durables, les soins éco-responsables, les déchets du secteur, donc comment est-ce qu'on les gère, on en a parlé, former et faire de la recherche pour transformer de manière écologique le secteur, la mobilité durable et l'impact environnemental du numérique dans le secteur. Et oui, numérique aussi, il ne faut pas l'oublier. Du coup, ensuite, sur la slide d'après, on voit le plan du LEM, du coup, qui est le syndicat des entreprises du médicament, qui a une approche intéressante à la RSE. Du coup, voilà, on en a parlé, du coup, ça s'appelle Pacte, du coup, patient, renforcer la prise en compte des patients, donc comme ils le font chez Imagerie Cardinet. L'approvisionnement, du coup, poursuivre la sécurisation de l'approvisionnement des médicaments. Collectif, contribuer à construire une société inclusive. Le collectif, c'est aussi quelque chose qui ressort souvent en fait dans les, on va le voir sur la slide d'après, mais du coup dans les démarches en fait du secteur. La transparence, du coup renforcer la transparence des liens et des financements. L'environnement, répondre à l'urgence du réchauffement climatique et protéger l'environnement. Et la stratégie, faire de la RSE un pilier de stratégie de l'entreprise. Donc du coup, voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à prendre en fait au niveau aussi des syndicats, voilà, comme avec le LEM. Et du coup, pour la slide d'après, on voit un petit peu les démarches du coup qui sont mises en place. Du coup, on voit quand même que c'est des démarches qui sont collectives et engagées. Du coup, il y a beaucoup plus de groupes de travail qui se mettent en place. Du coup, bah voilà, on a vu le Shift Project, du coup, qui a un pôle Shifter Santé. Le SNITEM, l'AFNOR, on a des colloques RSE. Donc du coup, voilà, c'est vraiment des moments où on travaille collectivement entre entreprises et on voit comment est-ce qu'on peut mettre des choses en place au niveau du secteur et du coup baisser les émissions de gaz à effet de serre. Moi, ce que je remarque quand même avec les rédactions de rapports, de feuilles de route, et les sujets RSE qui sont abordés pendant les événements, moi je remarque quand même que c'est beaucoup, voilà, on parle beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, de l'impact environnemental, mais beaucoup moins du social et du sociétal encore, je trouve. Comme du coup ils l'ont dit chez Imagerie Cardinet, Cécile l'a dit, on parle souvent en fait directement quand on pense à RSE, on pense environnement. Et moi, c'est ce que je remarque surtout dans les sujets RSE qui sont abordés dans les groupes de travaux, voilà, et les événements, c'est que on parle souvent, voilà, de l'impact environnemental. Même le Shift Project avec leur rapport, c'est vraiment décarboner la santé, mais on prend moins en compte le social et le sociétal encore, je trouve. Ça va sûrement être une amélioration dans les prochaines années. Donc voilà, quand même beaucoup de démarches collectives et engagées qui se mettent en place ces dernières années et qui vont, je suis sûre, continuer d'évoluer
d'évoluer. Et ensuite, dernièrement, du coup, le Shift Project a relevé un sujet qui est très intéressant dans leur rapport. En fait, du coup, dans leur rapport, ils ont fait des recommandations pour du coup décarboner le secteur de la santé, comme on l'a dit. Et du coup, pour atteindre les moins 80% d'ici 2050, il faudrait que du coup, on soit à 10 millions de tonnes. Le problème, c'est qu'avec toutes les recommandations qu'ils ont fait sur décarboner la santé, on est quand même encore à 35,7 millions de tonnes. Du coup, eux, ce qu'ils recommandent, en fait, c'est de passer d'un système de soins qui est basé sur le diagnostic et la guérison à passer sur un système de santé qui est plus soutenable et du coup d'investir en fait beaucoup plus sur la prévention pour pouvoir maintenir ce système de santé durable. Donc par exemple, on pense à accompagner la baisse des addictions, accentuer le suivi des maladies chroniques pour pouvoir anticiper et éviter du coup les hospitalisations inutiles. Et du coup, toutes ces choses-là permettront en fait d'atteindre les moins 80% des émissions. Si on reste juste sur si on continue d'utiliser les médicaments et les medical devices de la manière dont on le fait, juste en passant sur de l'éco-conception et de la gestion des déchets et toutes les choses qui sont à mettre en place dont on a parlé, on n'atteindra toujours pas les moins 80%. Et du coup, il faut vraiment passer sur un système où on fait plus de prévention et du coup, qui permettra de faire baisser en fait la pression sur les services de santé, mais du coup aussi la pression sur les écosystèmes naturels. Et tout du coup, dans ce sens-là, avec la boucle de rétroaction, qui auront de ce fait moins d'impact négatif, encore une fois, sur la santé. Donc, il y a quand même cette recommandation qui est faite, qui est très intéressante et qui est du coup à analyser, parce que du coup, actuellement, le budget en fait de prévention, il est très faible par rapport au budget qui est en fait dans la santé et dans le soin. Donc voilà. T'as Ce qu'on les en est chiffres ou pas? actuellement. T'as les chiffres en tête ou quelque part? Il me semble que c'est 98% du budget santé qui est alloué aux soins et 2% à la prévention. Mais il me Voilà. semble que c'était 2020, donc c'était peut-être avant la période Covid, donc peut-être c'est différent actuellement. Mais voilà, c'est très voilà, ils recommandent d'investir plus dans la prévention pour éviter en fait d'avoir recours aux soins trop. Bien sûr, il y a toujours des moments où il faut avoir recours aux soins, mais la prévention peut éviter parfois. Voilà. Génial. On passe à la suite et on va aussi laisser la parole à Laetitia. En quelques mots, du coup, côté imagerie Cardinet, Anne-Céline, si vous pouvez faire un feedback là de comment s'est passé, en gros, la visualisation, pourquoi, les premiers résultats, avoir un feedback sur le parcours qu'on a fait ensemble, si c'est possible. Donc, en effet, on a lancé la démarche en juillet de l'année dernière. Ensuite, on a commencé à remplir la base de données, donc fin août jusqu'à début septembre. Et ensuite, il y a eu donc l'interview des parties prenantes avec donc les patients, les fournisseurs, les médecins et également ensuite un questionnaire qui a été adressé donc pareil aux trois populations que tu citais au début, Charles, à savoir donc patients, médecins et collaborateurs. Alors, on a eu un très gros taux d'adhésion parce qu'on a eu sur les collaborateurs et les médecins un taux d'adhésion proche de 100%. Sur les patients, c'était un peu plus difficile parce que pour des raisons de confidentialité des données, on ne pouvait pas envoyer de mail aux patients, bien sûr. Et donc, dans ce cadre-là, on avait mis en place des QR codes dans les salles d'attente de manière à ce qu'ils puissent remplir le questionnaire. Donc, on a eu à peu près 2%, on va dire, de réponses, mais qui étaient, on a eu un peu plus de mal pour récupérer ces données-là, mais on y est quand même arrivé. Et donc, à la suite de ça, donc, on a été labellisé donc, en décembre et l'entreprise s'est engagée sur des enjeux de développement, a pris donc 5 axes forts et donc a travaillé en parallèle sur donc avec la qualité et en parallèle avec la qualité, avec le fameux comité éthique, tout ça étant étroitement lié.
Et donc, sur un plan de communication plus large, encore une fois, de manière à inscrire aussi ces données dans le marbre et à sceller ces démarches-là et à le faire connaître. Ce que je voulais juste ajouter par rapport à tout ce que je vous ai déjà dit par rapport à la RSE, il y a aussi une donnée importante et qu'on cite également dans nos engagements, c'est le fait, bien sûr, d'assurer le bien-être des patients durant l'examen. Et encore une fois, on sait ô combien ça peut être difficile parfois d'avoir des prédiagnostics ou de venir faire un examen en se disant bah, j'espère que j'arrive en bonne santé, j'espère que je ressortirai aussi en bonne santé. Donc ça, c'est quelque chose auquel on est très sensible. Et également, l'accessibilité financière aux patients. C'est-à-dire que voilà, on ne fait pas de distinction entre des patients CMU ou des patients en ALD, parce que vous savez que les remboursements sont un peu différents, la prise en charge est un peu différente pour nous, et on ne veut absolument pas faire de tri des patients. Donc ça, c'était important de l'ajouter, d'autant plus qu'aujourd'hui, donc c'est l'heure de la financiarisation de la santé. Je vous apprends rien, il y a quand même de gros enjeux, de gros débats. Et nous, donc, nous souhaitons nous développer donc sans compromis pour que la qualité médicale et humaine soit vraiment au service des patients. Super. Je voudrais faire un focus aussi sur Evalue. Evalue a été une belle surprise pour nous. Je te laisse la parole, Ariela. Oui, alors du coup, nous, on a été labellisé en mars 2024, donc c'est très récent. On a lancé le projet fin 2023, je sais plus exactement quand. Avant ça, en fait, nous, on est une petite structure et ça vient beaucoup en fait de l'interne. Il y a enfin voilà, tout le monde dans la structure est très intéressé par la RSE. Du coup, ce qui nous a permis en fait de faire un comité RSE évolutif. Donc du coup, il y a moi du coup qui est responsable RSE et la dirigeante de la société qui formons un comité RSE et on a une personne tous les 3 mois de la société qui change en fait et qui du coup nous rejoint pour les 3 mois suivants. Donc du coup, on lui alloue du temps pour qu'elle puisse travailler sur les projets RSE avec nous. Et c'est quelque chose qui est très apprécié et qui se passe super bien. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup en interne. Donc on a été certifié avec 3 étoiles parce que du coup c'est, comme j'ai dit, c'est vraiment un projet en interne qui fonctionne super bien. On essaie de travailler maintenant du coup plus, du coup on s'est engagé pour 2024 à plus travailler sur l'innovation. Donc du coup on avait une grosse problématique de nous quand on fait de la validation de systèmes informatisés. Il y a beaucoup de papier qui est utilisé, donc on parle de documents de milliers de pages, enfin voilà, de papier à imprimer, à faire signer, tout ça. Donc du coup, on innove. En fait, on a développé un nouvel outil que du coup pour digitaliser la validation et on commence du coup à l'utiliser chez nos clients qui sont intéressés parce que du coup il y a beaucoup de ça d'embarquer les clients, d'embarquer les personnes, les gros groupes à passer sur du numérique, sur du digital. Parfois ils sont un petit peu réticents, donc du coup on a organisé notre premier événement la semaine dernière pour vraiment présenter la chose à l'outil à nos clients et du coup espérer les emmener un peu plus avec nous vers la digitalisation du coup des processus. Et du coup pareil, la gestion des risques aussi, c'est quelque chose du coup on va structurer un peu plus en 2024 lors de notre séminaire. Donc du coup pendant nos séminaires, du coup on fait un séminaire par an et on a toujours un sujet RSE. Donc 2023, c'était la raison d'être. Du coup, tous ensemble, on a trouvé notre raison d'être d'entreprise. On a ensuite inscrit dans les statuts juridiques. On aimerait bien devenir société à mission, mais pareil, projet 2024. Mais du coup, voilà, on essaie vraiment d'inclure beaucoup nos salariés. Et ça ressort en fait dans le suivi annuel de la satisfaction des salariés qu'on fait aussi. Où du coup on a des taux qui sont très élevés. Donc notre objectif c'est de pas passer en dessous des 80%, mais on est bien au-dessus. Et bon après on parle pas que de ce sujet-là, mais c'est vraiment un des sujets qui ressort le mieux. C'est vraiment l'engagement RSE, de savoir que on est tous sur la même longueur d'onde sur ces sujets-là, et du coup c'est super agréable et du coup ça fait qu'on fait avancer les choses rapidement et que du coup on a la labellisation Positive Company qui s'est super bien passée encore une fois, donc que des bonnes choses en interne.
Alors, tu parles justement d'engagement RSE, tu me fais un bond d'or vers Gandhi. Gandhi, est-ce que déjà tu peux présenter un peu plus ce que tu fais, Laetitia, et puis surtout ce que vous avez fait aussi avec Imagerie Cardinet. Absolument. Alors, rebonjour tout le monde. Alors, Gandhi, c'est une nouvelle version de Gandhi qui est sortie il y a 2 jours. Donc, vous avez une exclusivité mondiale dans le séminaire et qui, justement, lie la santé, la solidarité et la RSE pour un futur durable. Jusqu'à aujourd'hui, Gandhi était plutôt axé uniquement mécénat et accompagnement avec un peu d'accompagnement RSE. Et finalement, on s'est rendu compte, depuis qu'on a été créé en 2019, des besoins finalement des clients. Et on a décidé d'avoir une approche 360. Cette approche 360, du coup, on va embarquer, on l'espère aussi, Imagerie Cardinet, que l'on accompagne depuis septembre, je crois. D'ailleurs, pour abonder par rapport au label aussi Positive Compagnie, on a été un levier aussi pour choisir l'association en équipe, c'est-à-dire que dans les questionnaires qui ont été posés aux parties prenantes, on leur a fait choisir l'association pour lesquelles ils voulaient que Imagerie Cardinet participe. Donc, ça donne aussi l'implication des parties prenantes et cette dynamique de groupe au choix de l'association. Donc, c'est Magie à l'hôpital qui a été choisie et qui intervient pour donner des sourires dans les hôpitaux pour les enfants malades. Donc, c'était une association très en adéquation avec l'ADN du métier, mais en parallèle, pour laisser le choix, notamment aux collaborateurs entrants, avec le don d'onboarding dont parlait Anne-Céline tout à l'heure, ils laissent le choix aux collaborateurs entre plusieurs associations, soit l'association principale d'Imagerie Cardinet, soit quelques associations secondaires pour être au plus près de l'appétence philanthropique des collaborateurs. Et après, voilà, on les accompagne dans la communication, dans des plans d'action, à la fois au niveau du mécénat, mais également de faire connaître des nouvelles des dons, de l'impact de ce qui est fait grâce aux actions de Magie à l'hôpital. Donc, c'est un accompagnement 360. Et donc, aujourd'hui, le nouveau Gandhi, dont il ne bénéficie pas encore, mais pour bientôt, on a lié ces 3 actions. La première chose, c'est on est devenu une application sportive qui va permettre d'embarquer les collaborateurs et de transformer leur pas ou toute activité physique en don au profit de l'association. Le don est fait par l'entreprise. L'enjeu est qu'aujourd'hui, 95% des Français sont touchés par la sédentarité et les problèmes physiques. Il y a un vrai enjeu de troubles musculo-squelettiques, problèmes cardiaques, diabète, santé mentale. Et les entreprises ont des obligations réglementaires à s'occuper de la santé de leurs collaborateurs, mais c'est extrêmement compliqué. Tout le monde n'a pas une salle de sport dans ses locaux. Tout le monde ne peut pas forcément des budgets sportifs. Et donc, au sein de cette solution, les collaborateurs pourront faire jusqu'à 50 sports, donc la natation, le vélo, mais la marche aussi pour rester accessible et être encouragés à marcher plus. Il y a également des cours de sport qui sont donnés via l'application. On a également au sein de l'application des quiz. C'est Spoward l'application, c'est ça? C'est Spoward? Oui, c'est Spoward Gandhi, puisque maintenant c'est intégré, qui va permettre donc on peut même créer des équipes, avoir des messageries collectives. On va également mettre en place des quiz ou des challenges pour permettre aux collaborateurs, justement, on le disait, Anne-Céline le disait, aujourd'hui, faire comprendre la RSE à ses collaborateurs, c'est aussi un enjeu. Et donc, pouvoir impliquer les collaborateurs dans la RSE avec des petits quiz de sensibilisation, du contenu éducatif qui va des objectifs de développement durable, la santé, le bien-être, va permettre aussi d'acculturer, parce qu'une approche RSE, on en est assez convaincu, qui part aussi bottom-up, c'est-à-dire des collaborateurs pour mieux comprendre la politique globale de l'entreprise, fait que c'est aussi un élément pour mieux la réussir. Donc, on est donc sur l'application sportive. Il y a dans ce cadre-là toute l'action de Gandhi qui est le mécénat, c'est-à-dire qu'on va aider l'entreprise. Aujourd'hui, il y a 1 500 000 associations en France. Donc, quelle association choisir? Donc, nous, on a sélectionné des associations de confiance.
On va aider l'entreprise à choisir des assos en fonction de leur métier, de leurs valeurs, de leur ancrage territorial. Faire donc le reward de dons dans l'appli, mais on a aussi plein de leviers de dons comme le don d'onboarding, le don des clients, le don sur économie RSE. Là, par exemple, on a un client qui est également labelisé Positive Company qui avait des enjeux de faire des économies d'électricité. Eh bien, ils ont dit, si on fait 15% d'économie d'électricité, ces 15% seront redonnés en dons à l'association que vous avez choisie. Du coup, ça a motivé les gens à aider à fermer les écrans, etc., etc. C'est qui ça? C'est qui? Iséis. D'accord. Et donc, les gens ont été motivés à faire l'économie et donc le don a été transformé. Donc, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Donc, on a ce volet sport, volet mécénat où on accompagne. Ensuite, le volet RSE pour, donc avec les quiz en interne, mais également pour aider les responsables à progresser avec 100 fiches actions RSE et la possibilité d'avoir un consultant pour venir les mettre en œuvre, un modèle de feuille de route, un modèle de rapport, une bibliothèque avec plein de livres, de films, de podcasts, plein de contenus pour progresser. Et enfin, le volet communication, c'est-à-dire faire le bien et bien le faire, mais aussi faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Et donc, fournir à l'entreprise et clé en main des outils pour justement bien communiquer sur ce qu'ils font en interne, des nouvelles des dons, de l'impact et pouvoir communiquer positivement tout en évitant le green et le social washing, puisque du coup, on est aussi le tiers de confiance qui valide la traçabilité de ce qui est fait et notamment de ce qui est donné. Je ne sais pas Merci si j'étais beaucoup, claire, c'est mon Laetitia. premier Ouais, pitch. c'est très clair. Merci beaucoup pour ton intervention. On va terminer juste sur l'événement de l'année où on va pouvoir enfin tous se voir. C'est donc le 20 juin, c'est la veille de la fête de la musique, c'est facile de s'en souvenir. Et ce sera au plein cœur de Paris, sur une péniche. On va rassembler tous nos clients et partenaires pour cet événement. Il reste encore quelques places, donc vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. On fait intervenir Heidi Sévestre, qui est glaciologue, pour ceux qui la connaissent, Canon, de chez Canon, et vous avez dû recevoir normalement, si je ne dis pas de bêtises, Anne-Céline, le livre d'Heidi Sévestre en début d'année. Donc vous avez le temps, elle sera donc présente, pourrez vous le faire dédicacer lors de cet événement. Et ce sera l'occasion aussi de remettre les awards des meilleures initiatives. Il faut absolument qu'Imagerie Carbinet postule. Franchement, vous avez quand même plein de choses à raconter. Il y a plusieurs catégories en plus, donc allez-y. Et c'est gratuit, évidemment. Et ça prend vraiment pas très longtemps pour postuler. Donc faites-le. Vous avez accès là sur ce PowerPoint. Là, peut-être, Isabelle, si tu peux essayer de remettre les liens en commentaire, l'inscription au Positive Day. Positive Day, donc je disais, ce sera sur une péniche. Ce sera à un mois des JO, donc les quais de Seine sont absolument sublimes et on devrait passer une soirée vraiment exceptionnelle, quoi. Voilà. Donc la dernière fois on l'avait fait en mars, il y avait des giboulées, on est sorti, on se gelait. Là, ce sera en plein soleil, je le souhaite. Ce sera vraiment un événement super. On a beaucoup de nos clients, toute la presse qui sera présente, etc. Voilà, dans les grandes lignes. Merci. Ah oui, on n'a pas encore communiqué sur le prochain événement qui va être sur le mode et textile responsable, mais parce que la date n'est pas encore arrêtée, on devrait avoir normalement, si je dis pas de bêtises, il y a Rouge-Gorge, il y a aussi Petit Bateau qui devrait intervenir, etc. Donc on vous donnera la date, suivez nos actus et vous pourrez les suivre prochainement. Voilà. Merci à tout le monde.